Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Regard sur, ce regard qui sera porté sur Joseph Bangakia. Bonsoir, monsieur Bangakia. Bonsoir, madame. Joseph Bangakia, qui est ancien vice-gouverneur de la province orientale, mais aussi il était dans le parti de monsieur Baïndé. Vous n'êtes plus là-bas, il faudrait le dire. Disons que je suis cadre de la MP. Oui. Oui, et je soutiens le président de la République, bien sûr. Oui, vous êtes cadre de la majorité présidentielle, Joseph Bangakia. Je dois rappeler que vous étiez DIRCAB du ministre du Plan, Olivier Kamitatou. Vous n'êtes plus là-bas, c'est bien cela? Disons que j'ai 15 ans de vie politique et peut-être plus dans l'avenir. Je préfère me focaliser sur les problèmes des Congolais et sur l'avenir politique, le mien bien entendu, mais surtout celui de mon pays. Surtout sur celui de votre pays, mais vous devez aussi assumer votre passé, mais aussi ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous étiez chez Olivier Kamitatou et vous n'êtes plus là-bas. C'est bien cela. Non, parce que ça fait partie quand même de votre parcours, ça fera partie de votre CV. Donc vous ne pouvez pas vouloir sauter cela. Donc voilà, vous devez quand même en parler. Vous étiez, oui ou non, DIRCAB de M. Kamitatou. C'est bien cela, vous étiez DIRCAB. Madame Barbara, je réponds sans tabou. J'essaie de vous expliquer que la vie politique, elle a plusieurs strates et qu'on se réinvente sans cesse. Ce ne sont pas, je vous le dis, ce ne sont pas des ruptures douloureuses, mais ce sont des étapes de la vie. Et j'ai l'habitude, dans mon parcours, j'ai eu l'habitude de conserver les meilleures relations avec toutes les personnes que j'ai connues durant 15 années de vie politique. Oui, donc, ce ne sont jamais des déchirements. Donc, vous gardez de bonnes relations aussi avec Kamitatou? Je garde des bonnes relations. Après être viré de chez lui? Non, viré, non. Oui, vous avez démissionné? Non plus. Ce sont des étapes. Il y a des nouveaux combats. Le combat sur lequel je me focalise maintenant, c'est celui des démembrements des provinces, de l'effectivité de l'installation des 26 provinces. Ma province, la province orientale, est concernée. Je l'ai dirigée comme vice-gouverneur durant 2 ans et demi. Je crois que ma place, maintenant, c'est dans l'accompagnement de ce processus voulu par les Congolais, qu'a actionné le chef de l'État, qui demande que les personnes qui ont les compétences, qui ont cette expérience de gestion de la province, soient dans l'accompagnement de ce processus vous avez bien échappé à la question, mais on va quand même évoluer parce qu'on ne va pas traîner là-dessus. Monsieur Bangakia, vous avez parlé du chef de l'État qui est l'autorité morale de votre famille politique, la majorité présidentielle. Aujourd'hui, vous étiez quand même parmi ces personnes-là que les populations regardaient, sur qui les populations portaient leur regard, c'est-à-dire on s'attendait à ce que vous puissiez vous retrouver dans le gouvernement et tout, mais curieusement, vous n'étiez pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous compter parmi des personnes que Joseph Kabila a déçues? Vous savez, sans langue de bois, c'est vrai que lorsqu'on fait de la politique, on aspire à de hautes fonctions. Surtout lorsque on a le courage de ses idées, et lorsqu'on n'a pas peur de prendre des risques. Et c'est mon cas, ce fut mon cas, et c'est toujours mon cas. Et encore plus lorsqu'on est constant. Car dans mon soutien à l'action du président de la République, je suis constant depuis toutes les années durant lesquelles je fais de la politique. Mais vous êtes né dans la politique kabiliste, c'est bien cela? Non, nous sommes de la génération du président Joseph Kabila. Et c'est cette génération, c'est sous son règne que nous avons émergé. Donc, et maintenant, voilà, pour moi la politique c'est de la passion. Je veux servir mon pays, je veux être utile. Je n'ai pas peur de mes idées et j'ai le courage de mes idées. Pour le reste, il y a d'autres paramètres. Vous n'étiez pas déçu lorsque votre nom n'a pas apparu sur la liste des personnes qui devaient être intronisées ou qui devaient sortir dans le gouvernement? Bon, nous sommes des êtres humains, il y a toujours une pointe d'amertume, mais que j'ai appris à vite résorber. Vous savez, dans ma vie politique, j'ai connu des déceptions
mais je n'ai jamais été un homme d'amertume. Pas plus qu'hier, que je ne le serai jamais de ma vie. Alors, mais aujourd'hui, comment se porte la majorité présidentielle? D'abord, vous n'êtes plus dans un parti politique, vous êtes justement cadre, simple cadre. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe chez vous, ou il doit avoir respect des étapes, c'est-à-dire vous devez être dans un parti politique pour ensuite être attaché à une plateforme, c'est-à-dire votre plateforme, la majorité présidentielle, ou ça se fait aussi à ce que tu ne fais pas partie d'un parti politique, tu es directement, tu débarques directement dans la plateforme. Conformément à la charte de la majorité présidentielle, peuvent être membres de la majorité présidentielle des partis politiques, des associations ou des personnalités. Des individus. Oui, donc c'est prévu par la charte de la majorité. Mais vous savez, après 15 ans de vie politique, j'ai un regard profond sur les partis politiques qui, dans notre pays, sont très souvent d'essence provinciale ou tribale et sont rarement d'envergure nationale. C'est dommage parce que c'est justement peut-être l'une des raisons. Fléau, hein? Oui, c'est un fléau. Et tous les partis de la majorité comme de l'opposition en sont frappés. Curieusement, à l'analyse, je me rends compte que le seul parti qui peut-être échappe aux vicissitudes des pesanteurs tribales et provinciales, curieusement, c'est le PPRD. Le PPRD, oui. Bon, peut-être parce que c'est le parti présidentiel, mais est-ce qu'il faut... Ce n'est pas la raison que ce soit un parti présidentiel ou pas, mais c'est quand même, ça se démarque quand même. Oui, mais il faut... Le PPRD... Il est du Kassa et Tétéri, le secrétaire général de la majorité qui est du Bandundu, et tout, il y a vraiment une sorte de diversification. Oui, le PPRD a ses défauts, a des défauts. Mais sur ce point de vue, je suis objectif, je le reconnais. Ça ne veut pas dire, parce que je vois les gens me regarder, ça ne veut pas dire que j'adhère au PPRD. Et encore, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le propos. Mon propos, c'est d'appeler les partis politiques au sursaut républicain, donc être prêt à accepter des nouveaux visages, ne pas être dans le nombrilisme provincial ethnique, être sur le débat d'idées, toujours dans l'ouverture, dans le mouvement. Les partis politiques ont intérêt à s'engager résolument sur cette voie. Et justement, ces partis politiques qui ont été présentés par la vice-primature de l'Intérieur, seulement parmi plus de 400 d'ailleurs partis politiques, on retrouve seulement quelques-uns, c'est-à-dire 3 ou 4, qui sont dans l'ordre, c'est-à-dire qui se conforment vraiment à des partis politiques corrects. Joseph Bangakia. Oui, j'ai suivi la déclaration du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Je crois qu'il parlait plutôt des conditions de la loi 2004, de la loi Lotundula. Des conditions, ils ne sont pas nombreux. Notamment... Mais curieusement, on connaît quand même des partis politiques qui ne font que surgir de jour au jour. C'est-à-dire, là, on a connu 4 partis politiques qui viennent de voir encore jour. Finalement... Vraiment, il faut que nous fassions tout ce qui est nécessaire en termes d'éducation, de sensibilisation, mais même de réglementation ou de législation, pour que nous arrivions à avoir un espace politique, si pas bipartisan, mais du moins limité à quelques grands partis. Je ne suis pas fan du tout des petits partis, de la myriade de petits partis. Je ne vois plus mon avenir politique vers cela. Je crois qu'il faut aller vers des grands ensembles. Faire un parti politique, vous contentez de rester au sein de la majorité présidentielle et ne pas faire le vôtre. C'est aussi l'une des raisons. Il faut des grands ensembles et d'ailleurs la majorité aussi a sa mutation à faire. Je ne crois pas que par rapport... Cela faciliterait aussi la tâche à la Commission électorale nationale indépendante. Oui, et surtout au peuple congolais, car le choix serait clair. Il y aurait vraiment un choix à faire. Maintenant, et surtout que nous allons vers des élections plus locales, plus provinciales, le critère partisan, donc de parti politique et d'idéologie, va régressant, plus on va vers la base, et c'est plus des critères d'identification, je voulais dire de tribalisme, qui vont l'emporter lors des prochaines
consultation. Donc pour moi, il faut des grands ensembles et je crois que la majorité présidentielle a une mutation à faire. La majorité aujourd'hui, est-ce que c'est un groupe dynamique qui donne sa place aux femmes, aux jeunes, qui est en mouvement, ou bien est-ce que c'est un groupe de poids lourds? Donc il faut que la majorité choisisse le chemin qu'elle veut emprunter. Alors, je ne suis pas convaincu qu'être un regroupement de poids lourds est suffisant, encore que c'est nécessaire. Mais parlons de ce qui se passe au sein de la majorité présidentielle. Il faut voir le vrai du faux. Premièrement, vous en convenez, nous sommes en avril 2015. Ce n'est pas à 20 mois des échéances électorales que l'on désigne le candidat à la future élection. Barack Obama, qui sera l'élection présidentielle aux États-Unis, c'est le 4 novembre 2016. Oui, est-ce que nous connaissons... Donc vous êtes en train de parler de la matière dauphin au sein de votre famille politique, c'est bien cela, Joseph Bangakia. Mais c'est différent. Disons, du candidat de la majorité. Du candidat de la majorité, parce que c'est le peuple qui candidat ou pas, ça sera dauphin, ce sera vraiment le mot. Non, je n'aime pas le mot dauphin qui... Bon, c'est vous qui n'aimez pas. Succession monarchique. Mais non, c'est vous qui n'aimez pas. Mais justement, c'est vous qui n'aimez pas. C'est le peuple congolais qui choisit. C'est vous qui n'aimez pas, mais logiquement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, dauphin. Vous êtes dans une famille politique bien ordonnée, organisée, doit quand même se choisir déjà quelqu'un. Finalement, le calendrier électoral... Vous et moi, la problématique, le problème, c'est sur la sémantique. La sémantique. Oui, je vous le concède. Donc, ce que je vous dis, moi, je préfère... Nous parlons de candidats, on doit parler de candidats, car c'est le peuple qui choisit. Mais je vous ai dit que ce n'est pas à 20 mois de l'échéance présidentielle qu'on choisit ce candidat. Barack Obama est à 17 mois, à 18 mois de son échéance présidentielle. Lui aussi ne peut pas se représenter. On ne connaît pas aujourd'hui le nom du candidat démocrate. Il ne peut pas se présenter, mais il y a eu un sénateur américain qui a proposé à ce qu'on puisse changer l'amendement qui parle justement des limites, c'est-à-dire des mandats de temps fixés par la Constitution américaine. C'est-à-dire c'est aussi une proposition. Tout à fait. Donc oui, comme il peut se présenter. C'est ça aussi le dynamisme politique, tout à fait. M. Bangakia. Vous avez raison. Donc ce que je veux dire, c'est que lorsque les élections seront prêtes, il est clair que la majorité présidentielle aura un candidat. Les élections seront prêtes, c'est-à-dire aujourd'hui le calendrier il est publié. Vous de la majorité vous rassurez que il y aura bel et bien élection, même si quelques opposants sont en train de traîner un tout petit peu les pas. Parlons demandant, sollicitant un calendrier consensuel. Aujourd'hui le calendrier détermine justement la date, etc. Vous n'êtes pas toujours capable de vous choisir quelqu'un, le successeur de Kabila, ou c'est lui-même qui va rester. C'est ça la confusion qu'il y a aujourd'hui. En fait, la confusion est venue d'un débat impromptu. Par rapport aux différentes initiatives que vous avez prises, quelques personnalités de la majorité présidentielle. D'ailleurs, le secrétaire général de la majorité présidentielle, avec son livre, la révision de la Constitution, etc., qui a fait débat, mais aussi quelques tentatives du glissement, Joseph Bangakia. C'est là, justement, qui a fait à ce qu'on puisse vous soupçonner. Vous savez, effectivement, dans la vie des hommes, il y a des erreurs qui sont commises, qui sont faites. Ça, c'est le passé. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que au niveau de la majorité, tel que je le comprends, le choix du candidat ne peut pas être à l'ordre du jour à 20 mois de la présidentielle, car nulle part au monde cela ne se fait. Mais bien entendu... c'est selon vous? Non. Nous avons suivi le calendrier de l'UMP en France pour la désignation de son candidat. C'est en novembre 2016 pour une élection qui a lieu en mai, dont le second tour est en mai 2017. Donc c'est à 7 mois de l'élection du second tour qu'en France, les candidats sont choisis. Donc on pourrait dire aussi qu'en RDC, ça ne peut pas être à 20 mois. Donc vous allez vous choisir un successeur au temps opportun.
C'est bien cela, à un moment défini. Voilà, au temps opportun. Donc, Donc Kabila ne va plus se représenter. Le candidat de la majorité sera choisi au temps opportun, et le temps opportun, ce n'est pas donc vraiment... ce ne sera pas Kabila, n'est-ce pas? C'est ça le problème, Joseph Mangakia. Vous êtes de la majorité. La Constitution, vraiment... La Constitution est claire là-dessus. Pourquoi Barack Obama ne fait jamais face à ce genre de questions? S'il vous plaît, moi je ne reçois pas Barack Obama. Oui, s'il vous plaît. C'est que... Donc, la Constitution est claire, nous devons la respecter, donc arrêtez de poser cette question. Donc la Constitution, d'accord, donc la question elle est réglée par l'article 220, c'est bien cela. Elle est déjà réglée. Oui. Voilà. Donc le candidat de la majorité présidentielle sera choisi. Ce n'est pas le moment. 20 mois, c'est beaucoup trop tôt. Il faut raison garder au niveau de la majorité présidentielle. Mais la chose qui doit aussi être faite au niveau de la majorité, je demande vraiment, j'exhorte à ce que les partis politiques qui sont des actionnaires, selon l'apport électoral, le poids politique, que le partage de responsabilités leur soit accordé. Je ne suis membre d'aucun, donc je ne le dis pas pour un intérêt quelconque. Le seul intérêt que j'ai, c'est de voir le vrai débat, qui est le débat programmatique, revenir sur la table une fois qu'on aura enlevé. Mais justement, curieusement, ça se passe aujourd'hui entre Minaku, Matata, Kabila, Bochab et tout, contre ces quatre hommes-là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes donnent à qui ils veulent les postes. Finalement, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. On ne voit pas des jeunes venir, on ne voit pas d'autres personnalités, d'autres personnes de la majorité qui se sont battues être récompensées. Pourquoi cela, Joseph Bangakia? On voit seulement les dirkab de M. Minaku qui va quelque part, on voit le Zolobambi qui était hier ministre qui revient conseiller spécial, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux finalement. Est-ce que aujourd'hui votre majorité présidentielle est prête quand même à donner la chance à tout le monde, à ces jeunes qui se battent tous les jours? Ils sont nombreux au sein du PPRD, du MSR, etc., AFDC. Plusieurs personnes se battent aujourd'hui, mais ils ne sont pas récompensés. Pourquoi? Parce que le circuit il est verrouillé, Matata, Minaku, Kabila, Bochab finalement. Non, mais là vous me citez le nom des principaux responsables de la majorité. Donc, le président de la République qui est autorité morale, oui. Le Premier ministre qui en principe est le chef de la majorité, mais dans notre système, il gouverne au nom de la majorité, le président de l'Assemblée qui coordonne la majorité, et le vice-premier ministre qui jusqu'à peu était le chef du principal parti de la majorité. Donc là, ce sont effectivement des personnes qui naturellement... C'est des décideurs aujourd'hui de la République. Mais bien entendu, décideurs de la République. Mais pourquoi ils ne veulent pas... Ce n'est que normal qu'ils soient les décideurs au regard de leur fonction. Hein? C'est normal que ce soit eux les décideurs. Mais maintenant, la décision, elle est prise en fonction de l'apport de chacun, du poids politique de chaque parti politique. Mais aussi en prévision de l'avenir. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait un principe de solidarité, d'ouverture, de nouveauté. Apparemment, les opposants sont mieux récompensés que vous, hein, c'est-à-dire ceux-là qui passent, qui insultent le pouvoir en place, qui critiquent en mal le pouvoir en place et tout. Aujourd'hui, ils sont plus considérés que vous. En tout cas, c'est le point de vue de plusieurs avertis politiques, c'est-à-dire ils remarquent cela et tout. Est-ce que doit-on attendre un dialogue? Parce que cela se dit d'une manière pas très officielle, mais officieuse. C'est-à-dire bientôt il y aura dialogue. L'UDPS pourrait se retrouver à la primature, etc. Est-ce que doit-on attendre un dialogue pour que vous aussi vous puissiez vous retrouver finalement? Bon, premièrement, sur le principe, j'ai toujours été favorable à toutes sortes de dialogues. Le dialogue est une bonne chose en soi. Et c'est bien pour la respiration de la démocratie. Mais quant à ce... quand vous parlez des principes directeurs du choix lors des décisions prises par les autorités compétentes, elles ont leurs critères, mais c'est vrai que décider en fonction de critères qui sont objectifs, tels que le poids politique de ceux qui ont gagné les élections ensemble,
tels que le renouvellement, le rajeunissement, le recrutement, parce qu'il faut aussi préparer l'avenir, il faut détecter aujourd'hui les leaders de demain et les mettre en situation. Cela aussi doit être pris en compte. Mais aussi des doyens, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dur, mais elles n'ont jamais été récompensées, Monsieur Bangakia. Pourquoi cela? On a connu quand même, oui, même si l'âge ne compte pas, Madame Wivine Moleka, par exemple, je donne un exemple, qui a beaucoup travaillé pour ce régime, qui a toujours été là, fidèle, loyale, mais elle n'a jamais été récompensée. Mais finalement, on voit une jeune de 24 ans qui surgit. Bien sûr que c'est bien de donner de la chance à tout le monde, la jeunesse c'est bien aussi, mais ça a étonné plus d'un. Comment vous gérez cette situation au sein de la majorité présidentielle? Joseph Kabila, qui est autorité morale, qui reste avec des personnes qui sont choquées, des personnes qui sont blessées, mais qui sont là en train de faire semblant parce qu'il est président de la République finalement. Vous soulevez un point important, mais il faut le mettre en perspective. C'est vrai qu'il y a des blessures, mais c'est aussi vrai que le nombre de postes est limité. Alors, il est question maintenant de... Il y a des personnalités qui sont indispensables quand même. Bon, personne n'est indispensable, hélas. Ah. Et tant mieux d'ailleurs. Ok. Mais par contre, plus de justice sociale pour la population, car c'est le plus important. Plus de justice dans les nominations, car la perfection n'est pas de ce monde. Oui, je crois que le chef de l'État, qui est l'homme le mieux informé de la République, est au courant de cette remontée d'informations. Je crois bien qu'il en tiendra compte. Alors, il en tiendra compte, Joseph Kabila, qui a annoncé d'ailleurs que cette année, l'année 2015, sera une année électorale avec les provinciales, etc. Quelle est votre position déjà pour les provinciales? Vous êtes partant? Bien entendu qu'un acteur politique doit se battre pour détenir un mandat électif. Il y a les provinciales. Avant cela, il y a le démembrement des provinces. C'est une très bonne décision. C'est une décision populaire, une décision qui vise à renforcer l'efficacité de l'administration de notre pays. Une décision qui déchire aussi la classe politique. Certaines personnes qui disent que c'était pas le moment, il faudrait quand même attendre, soit il faudrait le faire avant, etc. D'ailleurs, certaines voix au sein de la majorité présidentielle qui affirment que c'était pour viser la province du Katanga. C'est la province du Katanga qui était la cible. N'oublions pas que les 26 provinces sont instituées par la Constitution. Et c'est tout le monde qui nous demande. Cela devait être réglé depuis 2010, M. Bangakia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me souviens d'une réunion du bureau politique à Kingakati où le président de la République avait donné la parole à tous les membres du bureau politique pour donner leur lecture sur la problématique de la mise en place de ces 26 provinces. Donc, pour être franc, on ne va pas dire que le président n'a jamais voulu qu'on en discute et qu'il a décidé ex cathedra. Soyons francs. Et je me souviens avoir dit dans cette réunion au président de la République que c'était une demande profonde des populations et qu'il était important que son nom... Pas pour les flatter, non, parce que d'après les sources importante. Proches de la majorité, on dit que Joseph Kabila n'aime pas la contradiction. D'après les sources proches de la majorité. Le chef, il décide. C'est peut-être cet exercice que les gens oublient. Il y a le débat, après il y a la décision. Et c'est ça le rôle du chef. Alors, donc j'ai dit au président de la République que, au regard de l'importance de cette réforme, des attentes de la population, il était important que son nom soit attaché à cette mise en œuvre. 2 ans plus tard, je me félicite qu'enfin nous puissions avoir les 26 provinces qui sont, pour avoir été vice-gouverneur, je vous dis, d'une grande province comme la province orientale, mais c'est un pays, à partir de Kisangani. Mais comment le gouverneur fait pour régler les problèmes des gens qui sont à Aba, à Doruma? Est-ce que seulement il y met les pieds? Est-ce qu'il en sait quelque chose? Donc, pour moi, c'est un faux débat. De même que les personnes qui disent que ça va accroître le tribalisme ou je ne sais quoi. Je prends l'exemple de la province orientale. Les Congolais du Maniema sont nombreux à Kisangani. Les Congolais du Nord Kivu sont nombreux en province orientale. Les Congolais de l'Équateur sont nombreux dans leur pays en province orientale.
ils sont bien intégrés. Il n'y a jamais de problème. Alors comment demain, le Congolais de l'Ituri pourra-t-il être inquiété dans la Chopo quand il y a peu, ils étaient de la même province? Non, ce sont aussi des fantasmes et je crois qu'il y a souvent des acteurs politiques derrière cela parce que ce sont des positions qui sont perdues. Accompagnons ce processus. Moi, je ferai toute ma part. Je vais d'ailleurs à Kisangani la semaine prochaine. Je ferai tous les districts, les futures provinces. Je vais apporter ma contribution pour l'adhésion qui est déjà forte, mais surtout la compréhension de cette réforme. La compréhension de cette réforme, justement, parlons-en, Joseph Bangakia, à part, c'est-à-dire rapprocher les dirigeants, des dirigés, c'est-à-dire de la population et tout, c'est-à-dire consolider l'autorité de l'État, c'est l'un des objectifs et tout. Quel serait justement l'avantage de la population, justement, par rapport à ce découpage, finalement? Le démembrement vise tout simplement une chose, c'est de rapprocher l'administration des administrés. Ce qui n'est vraiment pas possible. Vous vous rendez compte que la province orientale a la même taille que la France qui aura demain 14 régions, il y en a une vingtaine aujourd'hui, et qui a 100 départements, 101. Ce débat, d'ailleurs, il y a bien longtemps qu'on aurait dû avoir peut-être même plus de 26 provinces, comme certains le disent, et je crois qu'ils n'ont pas tort. Une très très bonne initiative, déjà qui devait se faire depuis longtemps. Le problème est que pourquoi avoir attendu ce moment? C'est ça la question qui se pose aussi. Le moment, comme vous avez déjà dit... Même si on le dit bien, il n'est jamais tard pour mieux faire, mais pourquoi avoir attendu ce moment? Cette loi de programmation de province qui vient rentrer aussi presque en contradiction avec le calendrier électoral. Comment est-ce que ça va se passer, Joseph Bangakia? Il n'y a pas de contradiction du tout, car les mandats... Mais est-ce que, justement, cette loi... ne met pas en difficulté, c'est-à-dire la faisabilité du calendrier électoral? Mais pas du tout. Le calendrier électoral qui est produit par la CENI, qui est, il faut le dire, un chronogramme d'activité. La CENI, c'est un chronogramme d'activité. La CENI est indépendante, elle a la charge de la régularité des scrutins, mais la CENI a des exigences techniques. Elle est aussi tenue de respecter les exigences législatives et réglementaires, mais elle est aussi à l'écoute de la société et au contact du réel. Je le disais parce que je prenais un exemple. La CENI, dans le calendrier, dit que le dépôt des candidatures des sénateurs, gouverneurs, tous ceux qui seront élus au second degré, c'est du 25 novembre au 8 décembre. 2015. Et pourtant, le résultat des élections provinciales provisoires, c'est le 10 décembre 2015. Or, ce sont les députés provinciaux qui élisent les sénateurs et les gouverneurs. Comment vous allez demander à quelqu'un de déposer sa candidature quand il ne connaît pas encore le corps électoral? C'est comme si nous allions aux élections des députés provinciaux qui sont élus au suffrage universel direct sans qu'on ait le fichier électoral. Donc là, ce sont des couacs qu'il y a au sein du calendrier. Oui, je crois que là, ça, ce sont des petits Donc finalement, aujourd'hui, on peut donner raison à ceux-là qui pensent que ce calendrier a été publié sous pression, parce que finalement, il y a plusieurs couacs. En tout cas, ce n'est pas le seul que vous avez soulevé aussi. Ce n'est pas le seul, c'est vrai, mais l'attitude que nous devons avoir, nous, acteurs politiques, adopter. Le principe, c'est que c'est la conquête du pouvoir par les urnes. Donc les acteurs politiques, les partis politiques sont toujours prêts à aller aux élections. La position de principe ne peut pas être la contestation. C'est justement de relever les contraintes ou les contradictions. Mais c'est ça, se contester aussi. C'est ça la contestation aussi. On conteste quelque chose qu'on n'accepte pas. Non, parce que mais aussi la contestation dont je parle, de modifications. Non, car la contestation dont je parle, c'est par exemple de récuser purement et simplement tout le calendrier ou l'organisation de tel niveau d'élection. Or, ce n'est pas de la compétence
Donc, la position de principe doit être celle-là. Et effectivement, je suis au regret de constater aussi que peu de partis politiques sont prêts pour les élections. Ceci explique peut-être cela. Mais pour la mise en place des provinces, il n'y a pas de problème. Les députés provinciaux existent. Ils rentrent dans leur nouvelle province. Ils élisent pour le reste du mandat les animateurs des institutions. Et à l'issue des nouvelles élections, les animateurs pour 5 ans seront connus. Vous avez quand même une petite maîtrise ou expertise de la territoriale, je dois le préciser. Joseph Bangaki, est-ce que vous ferez partie justement de cette équipe, c'est-à-dire qui sera là pour préparer justement la mise en œuvre de l'exécution de cette loi de programmation des provinces, c'est-à-dire une équipe dont a fait allusion le président de la République dans son ordonnance? Non, les commissions-là sont issues des ministères. Et c'est pour l'essentiel de 9 ministères et de l'inspection des finances. Et c'est pour l'essentiel des gens de l'administration. D'accord. Et il faut dire quand même que même la problématique du partage du patrimoine, c'est un débat. Mais bon, il faut aussi raison garder. On ne va pas partager un bâtiment. Et on ne dira pas qu'un bâtiment qui est à Kisangani appartient à 40% au Haut-Touélé, dont le chef-lieu est Iziro. Avoir un beau bâtiment dans la ville de Kisangani, c'est la fierté de tous les Congolais. C'est un bâtiment du Congo. Donc là aussi, il faut que les ardeurs se calment. Moi, je suis plutôt d'avis qu'un état des lieux soit fait. Qu'on constate la différence en termes de patrimoine et d'équipement et que des fonds soient mobilisés en faveur des nouvelles provinces qui sont sous-équipées, qui ont un moindre patrimoine. Voilà, pour accueillir ces nouvelles provinces. Et non pas dire qu'il faut que, voilà, tel bâtiment a été construit avec l'argent venu de ceci ou de là-bas, et donc il faut, je ne sais, diviser. Il faut raison garder, on ne divise pas notre pays, c'est une méthode d'administration. On doit être sur cet état d'esprit. Et c'est comme cela que je me dis, au regard des populistes qui sont sur le terrain, qu'il faut que les républicains comme nous allions dans l'explication et accompagnons ce mouvement. Et moi d'ailleurs j'invite tous les anciens gouverneurs et vice-gouverneurs à accompagner chacun dans sa province ce mouvement, car c'est de l'expérience qui sera utile, surtout pour cette petite période de transition. Ok, alors Joseph Bangaki, on va revenir justement au calendrier électoral. Vous avez soulevé un problème très très important. Maintenant, comment pensez-vous que ce problème doit être résolu? Est-ce que doit-on attendre à ce qu'on puisse faire ce qui est prévu par la loi électorale, c'est-à-dire convoquer le président de la Commission électorale nationale indépendante au Parlement pour en discuter, ou on doit y aller comme ça quand même? Ma conviction est que nous aurons des élections provinciales cette année. Et par rapport aux sénateurs, ce que vous venez de soulever, je crois que ma remarque est pertinente. Je ne doute pas du tout que la CENI en tiendra compte, car on ne peut pas déposer une candidature sans connaître le corps électoral. Et je crois même que la CENI avait intérêt à avoir un calendrier allégé. Il y a des tâches comme l'élection des membres du bureau, ça ne dépend pas de la CENI. Très bien. Les membres du bureau, lorsque l'urne en carton est mise à l'Assemblée nationale, il n'y a personne de la CENI qui vient. C'est réglé par le règlement intérieur des chambres. Donc ça n'a pas à figurer sur le calendrier électoral. Donc il y a des petites choses qui ne touchent pas le fond. Le fond qui doit être maintenu, c'est qu'il faut des élections provinciales, car on ne peut pas continuer avec notre Sénat, nos provinces qui sont en prorogation de fait. Donc la légitimité est remise en cause, même si la légalité est là. On ne peut pas priver les Congolais d'une administration de proximité. Je reconnais que les locales, c'est un grand défi, un très grand défi. Mais Lumumba, en 60, lorsqu'il réclamait l'indépendance hic et nunc, il avait en face de lui ce genre d'argument. Il y avait des gens qui voulaient qu'on repousse l'indépendance pour qu'on se préparât mieux. Dieu merci que Lumumba a eu raison.
Donc, aujourd'hui, nous avons plus de cadres mieux formés qu'à l'époque. Je ne vois pas comment ce défi, on ne peut pas le relever. On doit quand même y aller. On doit quand même y aller. Et j'avais apprécié la très belle analyse du gouverneur du Nord Kivu à l'université du Palou, où il disait que sur les 1435 entités territoriales décentralisées, qui vont produire à peu près 21 000 élus locaux, municipaux et urbains, si on paye chacun $1000 le mois, ça fait 21 millions de dollars par mois, donc à peu près 252 millions de dollars par an pour les émoluments des 21 000 élus locaux. Bon, la thèse du gouverneur était que c'est de l'argent qui pouvait servir au développement local, mais moi je trouve que la RDC peut payer ce prix pour des élus de proximité. 252 millions de dollars, ce n'est pas la mer à boire. Oui, et ça permet aussi de soutenir quelque peu l'économie locale qui souvent... Faire allusion à cela, c'est bien, mais il faudrait signaler qu'il doit avoir une bonne gestion, justement, de ses finances publiques. Oui, là, je parlais d'émoluments, mais je peux vous dire une chose. Oui, émolument, c'est bien, mais il faudrait qu'on puisse bien le gérer, parce qu'aujourd'hui, au pays, il y a beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on les gère bien? C'est ça la question. Là, vous soulevez un vrai problème, et je peux vous rassurer que la décentralisation accroît les capacités de contrôle. Mais vous dites un vrai problème. Et c'est sur base de ce genre d'idées que moi je dis que nous devons focaliser notre action politique. La lutte contre la corruption, la lutte contre la fracture sociale, voilà des thèmes sur lesquels le débat devait... Mais malheureusement, nous sommes sur des débats politiques, politiciens. Le Zolobambi qui a été nommé, vous attendez quand même à quelque chose, parce qu'il faudrait dire qu'il a montré quand même qu'il est capable de bien gérer pendant qu'il était ministre de la Justice. En tout cas, il a bien fait comparément à la dame qui vient de partir. Ça, c'est vraiment un point de vue de plusieurs personnes. Le Zolobambi, vous attendez quand même à quelque chose finalement. Bon, attention à faire des bilans comparatifs quand on n'a pas toutes les données. Et les tableaux, parfois, on peut être compétent, performant sur un sujet et moins sur l'autre. Donc, je ne dirais pas, je ne vais pas établir de comparaison. Pas de problème. Mais par contre, effectivement, le professeur Zolobambi est une personne dont la compétence est reconnue. À quelque chose. Mais la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement... non, ce n'est pas un conseiller spécial seul qui peut lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption, c'est structurel, c'est du systémique. Donc, oui, mais l'homme, c'est quand même l'homme de la tolérance zéro. On a vu les actions de Zolobambi aujourd'hui. Est-ce que doit-on attendre que ceux-là qui corrompent tous les jours, parce qu'il y en a beaucoup qui ont volé, qui volent tous les jours, qui ne payent pas leurs agents, etc. Est-ce que quand même tous ces gens-là seront frappés finalement parce que Zolobambi est là? Sa nomination, la nomination d'un conseil spécial, avez-vous salué cela? Est une bonne chose. Parce que et je salue la qualité de la personnalité choisie par le président de la République. Très bien. Qui va s'intégrer à un vaste ensemble qui reste à parfaire, qui comprend essentiellement l'éducation, la justice, la société. Car la corruption, c'est cela. La corruption, c'est de l'éducation, de la discipline des peuples, des citoyens, de la vigilance citoyenne. C'est de l'administration de justice. C'est du contrôle parlementaire. Donc, c'est du systémique, c'est du structurel. Et voilà un sujet sur lequel le débat politique doit porter. On parle très peu de cela, on parle plus de mandat présidentiel et c'est quelque peu dommage. Alors, vous vous attendez à quelque chose, oui ou non, de Zolobambi, finalement? Non, j'ai salué sa nomination et j'ai salué la nomination d'un conseil spécial qui va s'intégrer à l'actualité. L'actualité, c'est aussi ce fameux coup de fil de Barack Obama à Joseph Kabila. Des sources bien déterminées confirment que Barack Obama aurait appelé Joseph Kabila, mais Joseph Kabila n'avait pas pris le téléphone, c'était plutôt l'ambassadeur qui lui avait aurait remis des téléphones à Joseph Kabila.
Quel a été le contenu de leur conversation, Joseph Bangakia? Je n'en sais rien car le coup de fil s'est passé entre les deux chefs d'État. Vous demandez plutôt mon commentaire. Allez-y. Sur le commentaire, premièrement, c'est normal que deux chefs d'État se parlent. Deuxièmement, nous savons que ce principe est reconnu par tout le monde. Il y a la souveraineté des peuples et des États. Bon, nous savons aussi que les États-Unis exercent un leadership mondial, parfois heureux, parfois malheureux. Moi, ce que je veux dire, c'est que les Américains, ils ont des problèmes. Ils ont des graves problèmes. Les problèmes de la société américaine, on ne les a pas ici. Où les Noirs peinent, souffrent. On est mort, on est tué pour rien parce qu'on est un Noir. Le plafond de verre, on n'accède pas à certaines... Donc, des problèmes extrêmes, d'ailleurs. Ce sont des problèmes très graves. Nous, en RDC, nous avons nos problèmes. Une démocratie naissante qui doit se roder, qui doit se raffermir. Donc, chacun a ses problèmes et chacun peut être de bons conseils à l'autre. Cela doit rester sur cela parce que moi, j'invite vraiment les Congolais à éviter, vraiment, c'est une réflexion. Est-ce qu'il faut, sur fond du combat politique, perdre de vue l'essentiel, c'est que c'est la patrie, c'est le patriotisme. Est-ce que le combat, il ne peut pas rester dans comme l'a toujours dit Tshisekedi, par exemple, lorsqu'il a été reçu par François Hollande, c'est le peuple congolais qui va se battre. Je ne demande rien à François Hollande. Mais il faudrait dire que c'était pas seulement dans un mauvais sens. Je vais essayer de vous relater. Barack Obama a quand même salué les efforts consentis par Joseph Kabila. Il a dit que l'héritage que Joseph Kabila allait laisser en RDC serait le processus démocratique avec l'organisation des élections continues en RDC qu'on n'a jamais connu depuis que ce pays existe, mais aussi la fin de la guerre. Il faudrait le signaler. Et des institutions fortes. Un pays qui redécolle. Le budget était de 300 millions il y a 15 ans. Il est de plusieurs milliards aujourd'hui. 6-7 milliards en ressources propres. Donc, là aussi, il faut que les choses se calment parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Oui, en fait. mais justement, par rapport aux élections, il a rappelé que c'était important que les élections se tiennent dans un délai constitutionnel, une sorte d'injonction ou c'est un rappel qu'il doit faire à Joseph Kabila. Pourquoi rappeler Joseph Kabila tant qu'il le sait déjà, il sait déjà que non, la Constitution est claire. C'était une sorte aussi d'injonction ou des pressions ou d'acharnement. Finalement, Kabila l'a dit une fois dans son discours qu'il ne voulait pas d'injonction. Donc là, vous touchez à la problématique des relations entre l'Occident et les États qui autrefois étaient appelés du tiers-monde. Et c'est au peuple du tiers-monde et à leurs dirigeants qui doivent être à l'écoute et en phase avec leur peuple, de mener ce combat de respectabilité pour que nous évitions des injonctions qui ressemblent à du néocolonialisme. Les relations internationales sont telles que c'est la loi du plus fort et les Américains qui sont très forts ne se privent pas pour leur intérêt à eux, justement de cette force. Pour leur intérêt à eux. Les Congolais ne le savent pas souvent. Obama est le président des Américains. D'ailleurs, tous les Noirs qui pensaient que les États-Unis avaient élu le Messie de l'Afrique ont vite déchanté. Ils ont compris que c'est le président des Américains. Donc, croire que le salut viendra des Occidentaux, c'est faire fi de l'histoire, une histoire douloureuse, la traite des Noirs, la colonisation, aujourd'hui le néocapitalisme, le néocolonialisme. Vous êtes contre cela, c'est que bien Barack entendu, Obama, on va revenir. Mais c'est que Barack Obama a dit à Kabila je ne suis que pas... les élections devaient se tenir vraiment dans le respect constitutionnel, etc., et que les États-Unis allaient accompagner ce processus et tout. C'est une sorte de menace ou comment finalement? J'espère que... Parce que le calendrier, il est là. J'espère que c'est une exhortation et non pas une menace,
Car une exhortation, c'est-à-dire quoi exactement? Un chef d'État qui appelle son homologue pour lui dire non, tu dois tenir des élections. Bon, j'espère qu'il n'a pas dit tu dois, à lire le communiqué de la Maison-Blanche et du département d'État. Je crois que c'était une exhortation et une offre de disponibilité, car il a dit aussi que les États-Unis allaient appuyer financièrement, une offre matériellement. de disponibilité, mais finalement, par rapport à la MONUSCO, on va se rappeler Kabila a fait une réunion dernièrement où il a réuni plusieurs personnalités diplomatiques pour parler justement de l'arrêt de la MONUSCO FARDC contre l'opération contre les FDLR. Obama dit que, dans son appel, lors de leur conversation, que la MONUSCO devait continuer à appuyer les FARDC justement à travailler, collaborer en menant cette opération. Mais Kabila a dit le contraire. C'est-à-dire finalement, c'était une décision souveraine de Kabila. Non. Obama, oui, allez-y. Le président Kabila n'a pas dit le contraire. Non. Kabila a pris une décision pour dire que désormais les FARDC devaient mener des opérations seules, c'est-à-dire unilatérales, sans le soutien, sans l'appui de la MONUSCO dans l'opération contre les FDLR. Je précise. Ce que je voulais dire, c'est que rétablissons le contexte. Oui. Je le dis parce que sur la lutte contre la LRA, lorsque j'étais vice-gouverneur, je m'étais beaucoup engagé et les FARDC étaient appuyés notamment par la MONUSCO. La MONUSCO appuie les FARDC dans la traque contre les groupes armés négatifs. Et pour la traque contre les FDLR, les FARDC souhaitaient que cette collaboration qui existe depuis toujours continue, bien entendu. Les FARDC souhaitaient cela. Bien sûr. Et la décision que Kabila a prise dernièrement, le couac est venu de la MONUSCO et non pas des FARDC. Mais pas de problème, on revient à la décision de Kabila. Donc, c'est la MONUSCO qui n'a pas voulu appuyer les FARDC sous des prétextes entre nous vraiment quand même difficiles à soutenir devant... En accusant quelques hauts gradés des FARDC. Et je dois vous dire que même à New York, la MONUSCO quand même a passé des mauvais quarts d'heure, car c'était quand même une décision dont l'objectivité laissait à douter. Donc ce n'est pas du fait des FARDC ni du président Kabila que la MONUSCO n'a pas voulu. On revient, Joseph Bangaki, on va conclure. Vous avez suivi la réunion de Kabila ou pas, sa décision? Vous étiez au courant de cela ou pas? La décision, c'est en fonction... Mais pas de problème, c'était une décision, et souveraine. Une décision souveraine, c'est-à-dire c'est un chef de l'État qui a décidé, une décision souveraine, décidée, c'est-à-dire que c'était clos. Et je vous informe... Oui, c'était clos, mais Barack Obama est revenu là-dessus. Et je vous informe que les FARDC font du bon travail. Oui, ils sont en train de connaître des succès en succès, ça on le sait, selon le porte-parole de l'armée. Dans tous les cas, la vraie problématique, c'est que la RDC remonte en puissance, son économie, son armée, son peuple. Je vais reformuler ma question, on va chuter. Joseph Bangaka, pensez-vous qu'un autre chef d'État peut venir revenir sur la décision d'un autre chef d'État qu'il a déjà prise, c'est-à-dire Joseph Kabila a pris sa décision sur l'opération des FDLR et tout, Barack Obama revient. Pensez-vous qu'il en a le droit? Non, vraiment, je m'excuse de vous décevoir sur ce point. Vous prenez le problème sous un angle qui n'est pas le bon. Qu'est-ce que nous voulons tous? C'est que soit neutraliser les FDLR. Sans ou avec? Les FARDC et la MONUSCO œuvrent ensemble dans ce but. Et pour la première fois, de manière tout à fait impromptue, la MONUSCO n'a pas voulu continuer cette collaboration. Puisque c'est notre territoire et c'est notre peuple qui en souffre, nous avons décidé de continuer. Martin Kobler tous les jours exhorte le président Kabila à revoir sa décision. La MONUSCO exhorte, mais finalement c'est vous. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas au courant de cela. Madame Barbara, vous êtes une journaliste avertie. Oui. Vous savez que c'est la MONUSCO qui, par voie de presse, a annoncé qu'elle n'appuierait pas les FARDC parce que deux généraux qu'elle soupçonne de ceci et de cela sont dans ces opérations. Oui, mais on parle de l'après-décision de Joseph Kabila. Donc maintenant... La MONUSCO s'est exprimée après. Là, ce que vous dites là, c'était avant. Après... Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les questions d'État
c'est pas comme ça qu'on les aborde. C'est ce que nous voulions. Comment nous abordons les questions d'État? C'est l'objectif, c'est le fond. Et quand on vise un objectif, quand la question de fond demeure, les méthodes, les voies, ça, c'est pas le problème. Joseph Bangakia, merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous également un grand merci, mesdames, messieurs, de nous avoir accordé ce moment pour nous suivre avec beaucoup d'attention, j'espère bien. Le regard de ce soir a été rivé sur Joseph Bangakia. Il est ancien vice-gouverneur de la province orientale, mais aussi cadre ou membre de la majorité présidentielle. Je serai ravi de vous retrouver vendredi prochain avec le même plaisir, mais sinon vous allez suivre cette émission rediffusion demain samedi à partir de 10h juste sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle, mais aussi sur www.dossierdafrique.com. Je vais vous retrouver vendredi prochain, donc on se dit à vendredi, au revoir.